Et pour te dire que les enfants se rendent pas compte, quand on a fait la transatlantique et qu'on est parti le premier jour, donc ça faisait quand même un moment qu'on en parlait, hein, les enfants sont avec nous. Mon fils m'a dit on arrive quand? Tu vois, genre on arrive dans 2 heures, tu vois, on arrive voilà. En fait là ça partait vraiment d'un constat qu'on travaillait beaucoup, qu'on était fatigués, qu'on n'avait plus de temps pour nos enfants, que nos enfants grandissaient, qu'on voyait que le temps passait à une vitesse et qu'on était absorbés par notre vie. Avant de partir, j'avais vraiment envie de stopper j'avais vraiment l'impression d'être dans un tunnel infernal. 4 enfants, quoi. 4 enfants à réveiller le matin à 6h30, hyper fatigués, qui pleuraient, qui chouinent. Fini, dépêche-toi, 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 tout le temps dépêche-toi, dépêche-toi. On va être en retard, courir et tout. Voilà. C'était un peu sortir de ça, essayer de tester un nouveau mode de vie, tu vois. Voilà, de tester. Je partais pas en me disant, ok, ça va être génial. Non, je me suis dit, je m'attendais à rien en particulier. Je me suis dit, j'ai envie de tester pour voir si c'est possible. Le moment le plus heureux, je pense que c'est quand on est arrivé à la Barbade après la transatlantique. Donc on a décidé au dernier moment de s'arrêter à la Barbade. C'est l'île qui est la plus à l'est des Antilles et dépaysement total. Et puis surtout un énorme banc de dauphins, mais des milliers de dauphins qui suivaient enfin des milliers. Non, j'exagère. Je sais pas, 30, quand même 30, tu vois, une trentaine, vraiment beaucoup quoi. 30 dauphins qui suivaient notre bateau comme pour nous dire, comme pour nous accueillir, tu vois. À l'arrivée, on voyait la terre et ils nous ont suivis hyper longtemps. Ouais, comme dans les films. C'était juste waouh. Mais il n'y en a pas tant que ça, c'est juste qu'on a le vent quasiment en face. On va enrouler le génois et on va se mettre dos au vent. On y va, capitaine? Allez, c'est parti. Attends. C'est parti, go!
Je me présente d'abord en tant que famille, donc en tant que maman de 4 enfants. Ensuite, je parle en général de mon expérience de voyage, mais surtout mon expérience d'expatriation, parce qu'avant j'ai fait beaucoup d'expatriation, donc le voyage pour moi ça fait longtemps que ça fait partie de ma vie et je pense que ça me définit et c'est aussi des sujets de conversation que j'aime bien aborder avec des nouvelles rencontres pour savoir comment eux ça se passe aussi et puis voilà. Je m'appelle Audrey, je suis la maman de 4 enfants qui ont 11 ans, 9 ans, 9 ans, enfin 11 ans, 9 ans, 7 ans, parce qu'il y a des anniversaires qui sont là, donc 7 ans et 4 ans. 3 filles et un garçon. Ça fait depuis 2008 que j'ai quitté la France et que j'habite un peu partout dans le monde. Et ça fait depuis l'année dernière, juillet 2022, qu'on a décidé de partir faire le tour du monde à la voile avec mon mari qui s'appelle Christophe et nos 4 enfants. À la base, faire un tour du monde en un voyage de 3 ans. Et puis, non, au début c'était 1 an, puis après ça a été 3 ans, puis après 3 ou 4, et puis maintenant on est en train de se dire qu'on est bien dans ce mode de vie et qu'on voit plutôt peut-être ça comme un mode de vie que comme un voyage. Et moi j'ai une passion qui est de travailler en tant que doula et en tant que formatrice d'huile essentielle. Et en fait, c'est une passion que je peux faire en bateau et qui se développe aussi en même temps que mon voyage. Voilà comment je me présenterai. Super, écoute, enchantée de te rencontrer. Alors, on a plein de choses à discuter aujourd'hui. J'ai bien entendu envie de parler de ton nouveau mode de vie, comme tu le dis, de votre mode de vie en bateau, en famille nombreuse. Mais j'aimerais bien revenir, peut-être, je sais pas, sur 2007, 2008, en fait, avant que vous partiez, avant que vous ne quittiez la France. À quoi ressemblait en fait ta vie? Si mes calculs sont bons, vous étiez que 2 à l'époque. Oui, c'est ça. En 2008, moi, je viens de finir ma licence. J'ai été prise dans une école de commerce à Bordeaux, mais je n'ai pas du tout envie de continuer mes études. J'ai envie de me lancer dans la vraie vie et dans le concret. J'en ai un peu marre des soirées étudiantes. On est en couple depuis un petit moment déjà, donc on a envie de se lancer dans la vie. Mon mari est un peu plus âgé que moi, donc lui, il a terminé et il a l'opportunité de partir en expat en Allemagne. Donc je lui dis, écoute, go, on y va. Tant pis pour mon école, moi je ferai un master par correspondance. Et donc j'ai fait un master par correspondance en Allemagne. On est parti en Twingo. Depuis le sud-ouest de la France jusqu'en Allemagne, avec 4 affaires, enfin quand même quelques trucs, la Twingo bien remplie. Et on est parti dans le nord de l'Allemagne, à Hanovre, pour notre première expatriation. Tu connaissais quoi l'Allemagne à ce moment-là, à part que la vie à l'étranger pouvait être cool? Rien du tout, je pense que j'étais encore dans le cliché des études de la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai jamais appris à parler allemand parce que j'étais dans le sud-ouest, donc tu vois, à l'opposé, nous on apprenait plutôt l'espagnol. Et puis pour moi l'Allemagne, c'était pas du tout dans mes destinations. Je m'étais jamais dit un jour je partirais visiter l'Allemagne en vacances. Enfin voilà, c'était pas du tout, mais ça a été génial. Enfin, première révélation. Endroit magnifique, un peu difficile de se mêler à la population quand on parle pas la langue, mais vraiment une magnifique expérience et une première ouverture d'esprit qui se dit que ouais, on a un peu les esprits parfois un peu étroits et que là je me suis pris une bonne première claque qui m'a donné envie de continuer dans cette optique, quoi. Trop bien. Vous êtes resté combien de temps alors du coup en Allemagne? On est resté 1 an et demi. Puis donc moi le temps de faire ma formation et de faire mon master et puis après j'avais un stage à faire à l'étranger. C'était un master en quel domaine du coup? Marketing digital. Et moi j'avais un stage de 6 mois à faire pour valider mon master et j'avais pas le faire en Allemagne parce que j'avais un peu pris des cours mais j'étais pas capable de travailler en Allemagne, je pense. Donc j'ai regardé dans ma ville de cœur si je trouvais un stage. C'était Barcelone, en fait. J'avais déjà fait un stage là-bas et j'aimais beaucoup cette ville. Et jackpot, j'ai trouvé une entreprise française, une start-up qui se développait, qui m'a pris 6 mois en stage. Donc, je suis partie là-bas, toute seule. Mon mari restait en Allemagne. Et puis après j'ai été embauchée. Et donc, mon mari est arrivé. À l'époque, le mari d'Audrey travaille dans l'oil and gas, dans le pétrole. Et pour pouvoir suivre sa femme dans cette nouvelle aventure en Espagne, il adapte son activité professionnelle, passe côté opérationnel, ce qui va l'amener à faire pas mal de voyages à l'étranger, mais qui lui permettra d'être basé lui aussi à Barcelone. Audrey et son mari aiment leur vie espagnole,
Ils passent un peu plus de 3 ans dans la ville de Barcelone, et alors qu'ils attendent leur premier enfant, les cartes sont quelque peu rebattues. Et puis, en fait, ce rythme de vie de couple séparé la moitié de l'année quand on a un enfant, c'était pas l'idéal. Du coup, on s'est dit, bon, ben, on va peut-être regarder si on peut partir ailleurs ensemble réunis. Ah ouais, vous vous êtes pas dit on va rentrer en France, quoi. C'était tout de suite on va aller chercher autre chose. Ouais, non, jamais. Pourquoi? Tu saurais expliquer? Je pense que déjà dans le travail de mon mari, c'est pas passionnant quand tu démarres une carrière d'être en France. Lui, il aime bien vraiment avoir voilà le réel, l'opérationnel et tout. Donc en France, c'est plutôt des travails de bureau, administratif et tout. C'est pas quelque chose qui est intéressant quand t'es jeune et que t'as envie d'apprendre. Et puis moi, petite aussi, j'avais fait un peu d'expatriation. Mes parents m'ont fait beaucoup voyager. Lui, sa maman était chez Air France, donc il a fait beaucoup de colos à droite à gauche. On était vraiment, je pense qu'on s'est bien trouvé. On est un peu aventuriers, donc ouais, nous c'était pas du tout une option. Puis on s'était dit voilà, peu importe où, du coup, parce que après l'Allemagne, on n'était plus du tout fermé à une destination. Et puis on a atterri en Afrique de l'Ouest. On a atterri au Gabon. Au début, on est parti 3 mois, et puis en se disant bon, on verra pour une mission de 3 mois. Toi, donc du coup, vous suiviez du coup là le job de ton mari. Toi, t'avais pas de C'est job ça. qui t'attendait là-bas, si? Moi, j'ai démissionné de mon job à Barcelone, puis je m'étais dit on verra. Déjà, j'avais une fille et j'avais vraiment envie de me poser, de créer un petit peu notre cocon là-bas. Et quand je suis partie, j'étais enceinte de ma deuxième. Donc j'ai fait un an de grossesse, puis quand ma deuxième a eu 3 mois, j'ai commencé à chercher du travail là-bas et j'ai travaillé en entreprise pendant 3 ans dans une entreprise qui fait du parapétrolier. En fait, on faisait de la logistique, un peu comme de l'hôtellerie, mais pour les personnes qui sont dans la jungle. Tu vois, il y a un peu comme des villages qui sont créés dans la jungle pour 100 personnes. Et moi, je construisais des villages, je gérais la connexion des containers d'habitation, restaurants, etc. Je gérais les personnes qui géraient ce village, je gérais les approvisionnements en nourriture, en congelé, en surgelé. Enfin voilà, c'était hyper intéressant, totalement nouveau, mais bon, il y avait une dimension quand même entreprise, tu vois, que j'avais apprise en école de commerce, donc ça m'a plu. Donc 3 ans au Gabon. À la fin de son expérience au Gabon, la famille d'Audrey s'est agrandie puisqu'elle est déjà mère de 2 enfants. La petite famille rentre en France, passer une année, puis repart de nouveau à l'étranger, cette fois-ci au Cameroun. Au Cameroun, elle arrive enceinte de son 4e. La famille est donc presque au complet. Les conditions de vie de la famille au Cameroun sont quelque peu différentes de ce qu'ils sont connus jusqu'à présent. 4 enfants, dans une grande ville, avec un conjoint qui est très pris. Alors Audrey et son conjoint prennent la décision qu'elle ne travaillera pas cette fois-ci. Audrey reste une jeune femme passionnée, et c'est à ce moment-là qu'elle découvre le métier de doula et qu'elle décide de s'y former. Nous revoilà en 2018. T'en es où de ta vie et à quel moment en fait est-ce que le tour du monde en bateau en fait arrive sur votre radar à toi et ton mari? Est-ce que tu te rappelles de la période Covid? Un petit peu. En fait, je pense que c'est vraiment, alors moi, pour être honnête, je pense n'y avoir jamais pensé. Je suis plutôt dans le présent. Et mon mari est plutôt dans le futur, plus tout le temps. Et d'accord, à beaucoup se projeter, à faire plein de projets. Voilà, c'est ça. Et moi, je fais des projets, mais je suis peut-être moins cartésienne, tu vois. Je me laisse un peu porter. Et lui, en fait, il avait apparemment ce projet depuis tout le temps de faire un voyage en famille. C'était un truc qui lui trottait dans la tête depuis un moment, mais il m'en avait pas forcément parlé. Et puis période Covid arrive, je vais te la faire courte. On était au Cameroun. Nous, on voit que ça se passe. On n'a pas forcément peur du Covid, mais on a peur du fait que tous les vols soient fermés, etc. Tu vois. Le fait de pas rester pouvoir... coincé, quoi. De rester coincé au Cameroun pour une période indéterminée, c'était un peu compliqué, sachant que on savait pas combien de temps ça allait durer. Donc là, on avait décidé de rentrer. Et mon mari aussi était rentré pour faire du télétravail, mais ils n'étaient pas tous rentrés en fait, pas toute l'entreprise. Il faut bien qu'il y ait des gens qui restent. Donc il y avait certaines personnes qui avaient des familles qui étaient rentrées et à la fin de la période Covid, enfin quand ils ont réouvert en juin, quelque chose comme ça, mai-juin, là il a fallu remplacer les personnes qui étaient restées, donc prendre la relève. Et donc mon mari qui était en France, il est parti de juin, juillet, août, septembre, août, nous on est arrivé fin août, tout seul pour prendre la relève de ceux qui avaient besoin de prendre des vacances, en 2020. Donc il a passé 3 mois tout seul pendant que nous on était en vacances dans le sud-ouest.
à bosser et le soir il regardait des vidéos de familles qui avaient fait ce projet-là. Et il m'a envoyé des messages, vas-y, on fait ça, ça peut être bien et tout. Je lui dis non, mais attends, le bateau, on n'en a jamais fait. Moi, je sais même pas quand je. C'est même pas un hobby familial à la base, quoi. Ah non, moi, j'étais jamais montée sur un bateau, quoi. Donc je lui dis, écoute, on va d'abord faire le tour de l'Europe en camping-car pendant un an. Et plus si affinité. Comme ça va me laisser du temps de digérer. Donc pour tester quoi, le style de vie nomade? En fait, là, ça partait vraiment d'un constat qu'on travaillait beaucoup, qu'on était fatigués. Qu'on n'avait plus de temps pour nos enfants, que nos enfants grandissaient, qu'on voyait que le temps passait à une vitesse et qu'on était absorbés par notre vie. En plus, au Cameroun, on vivait vraiment dans un endroit qui était pas cool, qui était plutôt fermé, pollué, sans espace vert. Et moi, j'avais mon petit garçon de 2 ans qui faisait du vélo autour de la table du salon, si tu veux, et ça me faisait. Lui, il s'en rendait pas compte, hein, mais moi, je me disais que c'était pas une vie pour lui. Donc, on avait vraiment envie de faire une pause. Après cette période aussi Covid, tout ça, je pense que ça nous a un peu remué tout le monde. On s'est dit la vie est trop courte, il faut qu'on profite de nos enfants avant qu'ils soient trop grands et qu'ils soient partis. Donc c'était vraiment l'idée de faire une pause dans nos vies et de faire un voyage en famille. Lui, il voulait partir en bateau parce que lui, il aime bien la mer, il fait du surf, etc. Moi, le bateau, ça me disait pas du tout de prime abord. Donc j'ai dit, on fait un voyage, on reste sur la terre. On loue un camping-car, ce qu'on avait déjà fait aux États-Unis, tu vois, dans les parcs de l'Ouest. On avait loué un camping-car 3 semaines. J'avais bien aimé l'expérience, donc en Europe, c'est pas les mêmes camping-cars qu'aux États-Unis, mais je m'étais dit, on fait ça. Et puis quand on a commencé à regarder les camping-cars, en fait, on s'est rendu compte que on n'en trouvait pas. En fait, du fait du Covid, quand tu voulais louer un camping-car, t'avais plus le droit de louer d'aller en dehors de la France avec les camping-cars loués. D'accord. Ok. Il y avait des restrictions par rapport à ça. Et puis j'imagine qu'il y avait beaucoup plus de demandes. Enfin, je sais qu'aux États-Unis, ça a complètement explosé la demande de location de camping-car, de vannes, de voitures aménagées. Ouais, t'as raison. En France, c'était pareil. Donc on a fait quelques magasins, ils en avaient pas, ils en avaient plus, machin. Parce qu'on s'était dit au pire on en achète un neuf, on le revend dans un an. Mais non. Après, donc il y en avait pas. Après il y avait la difficulté aussi d'être 6. En fait, il y a relativement peu de camping-cars qui sont assurés pour 6 personnes. Et avec 6 ceintures aussi, j'imagine. Voilà, c'est avec 6 ceintures, c'est vraiment la problématique. Donc voilà, mais on sur plusieurs problématiques comme ça, plus le fait qu'il n'y en ait pas, plus le fait qu'on avait une famille autour de nous qui avait fait ce voyage un an avant et qui avait eu plein de problèmes avec leur camping-car qui était tombé en rade. Donc et puis la saison avançant et en fait moi j'avais envie d'aller en Norvège dans les pays du Nord en camping-car pendant l'été et puis en fait ça a avancé et on s'est dit non mais en fait ça va être trop court quoi. Enfin c'était pas possible. Ouais. D'accord. Donc, ouais. Et alors du coup comment est-ce que vous retournez? Comment est-ce que vous prévoyez la suite? Donc vous décidez, enfin vous vous rendez un peu à l'évidence que ça va pas se faire au moment où vous en aviez envie. Et là, ton mari, il revient avec son idée, mais le bateau? C'est pire que ça, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on prend la décision d'arrêter de travailler et de partir faire ce voyage, mais on sait pas vraiment lequel. Et on va le faire, mais on sait pas. Donc en fait, on démissionne, on rentre en France. Je pense qu'on démissionne le 1er mai, et le 3 mai, il avait pris rendez-vous avec un constructeur de bateaux à La Rochelle. Donc le 3 mai, on a laissé les enfants aux grands-parents et le 3 mai, on est tous les deux à La Rochelle en train de visiter un chantier de bateau. Donc en fait, en gros, Maurice sait très bien comment je fonctionne. Hein. Il me met à l'intérieur et puis il dit il te laisse. Voilà, il m'a dit viens, on y va. Il sait que ça va marcher, que la mayonnaise va prendre. C'est ça. Il m'a dit viens, on y va, on va regarder, il y a rien à perdre et tout. Et puis coup de cœur avec le constructeur du bateau. Le vendeur, le concessionnaire. En fait, c'est un peu comme les voitures, t'as des vendeurs qui représentent des marques. Et donc, coup de cœur, on se rend compte que la personne, elle est vraiment ultra formée, vraiment bienveillante. Enfin, tu vois, c'est pas le vendeur qui est là. On sent qu'il va vraiment nous suivre. Et vu que nous, on n'y connaît rien, si tu veux, on se sent plutôt bien. Et puis c'est surtout une personne qui a déjà fait le tour du monde à la voile, lui-même, quand il était enfant. Enfin, ouais. Il y a plein de choses qui sait un petit peu de quoi il parle aussi, quoi. Voilà. Et donc, du coup, ça nous rassure sur plein de points. Et on dit, banco, on y va, quoi. On se rend compte aussi que financièrement, c'est possible, qu'il faut y aller maintenant, tant qu'on a encore des fiches de salaire pour faire un vrai prêt, etc. Ouais. Il faut pas trop attendre. Ça tape dans les combien, un bateau? J'imagine qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais j'ai du mal, en fait, à me projeter. C'est le prix d'une belle voiture? Enfin, je sais pas. Franchement, ça peut aller de tout. Il y a des bateaux qui coûtent 30 000 euros. Nous, on a pris un bateau neuf
parce qu'on est 6. Alors, au début, on avait regardé des bateaux d'occasion et on voulait un catamaran. On voulait pas un monocoque parce que justement, on n'a jamais fait de bateau. Les monocoques, ça agite beaucoup, donc tu sais, ça penche beaucoup. Puis on allait y vivre pendant longtemps, donc on voulait pouvoir avoir quand t'es sur un catamaran, t'es au-dessus de l'eau, alors que la pièce de vie est au-dessus de l'eau. Alors quand t'es dans un monocoque, t'es en dessous de l'eau. Enfin voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Donc on voulait un catamaran, mais des catamarans d'occasion, il y en a pas beaucoup sur le marché. Je pense qu'il y a tu sais, un peu la période Covid, un peu comme les camping-cars aussi. Donc il n'y en avait pas beaucoup sur le marché, à des tarifs assez élevés. Donc on s'était même dit, écoute, on va peut-être prendre un grand monocoque plutôt. On en trouvera peut-être plus. Et puis, en sachant qu'on n'y connaît rien et que souvent quand tu achètes un bateau d'occasion, surtout pour faire un tour du monde, t'as des travaux à faire, des choses comme ça. On s'est dit qu'il valait peut-être mieux partir sur un bateau neuf accompagné avec quelqu'un que partir tout seul sur quelque chose qu'on connaissait pas du tout. Donc, on a pris un bateau neuf et ce qui est bien aussi avec un bateau neuf, c'est comme les voitures, tu peux faire un leasing. C'est une location longue durée, quoi. Voilà, c'est ça. Tu fais un apport. Tu choisis l'apport et après tu choisis la durée de la location et tu payes tous les mois. Et donc financièrement en fait c'était assez intéressant parce qu'on a pris l'apport le plus faible et la période la plus longue. Et donc un bateau comme ça, comme le nôtre, tu vois, il doit être dans les, j'espère que je vais pas faire de bêtises, 400-500, tu vois, 400-500 000 euros. D'accord. Okay. Ah ouais, donc une belle maison, quoi. Ouais, c'est une belle maison. Ok. Clairement. Mais bon, tu vois, t'as aussi des bateaux à 35, si on avait pris, si tu prends par exemple un monocoque, tu vas vraiment t'as des super monocoques qui sont beaucoup moins chers. C'est juste que, voilà, il est neuf et il y a un marché, je pense aussi, grandissant sur ces modèles-là. Et parfois, j'aime dormir, manger, regarder les étoiles. Quand il pleut, je ferme toutes les cabines. J'aime avoir un trimaran, mais ça bouge un peu. Mais c'est pas très grave. Ok, c'est tout? T'es content? T'es heureux? Non. Ou t'es triste? Non, d'accord. Après, j'aime essuyer. Le matin, je vais essuyer. Essuyer quoi? La vaisselle? Oui. Ouais. Que tu aimes ta vie en bateau? Oui. Est-ce que tu voudrais rester sur le bateau ou est-ce que tu voudrais arrêter de vendre le bateau et partir? Non, je veux pas vendre le bateau. Attends, il pleut. Les cabines sont fermées. Ok, merci. Non, c'est pas fini. Ouais. Avant qu'on avance en fait dans la construction de ce projet, avant que vous vous lanciez tous, j'aimerais bien en fait savoir comment. Alors j'ai compris que ton mari, c'est pas qu'il t'a mis devant le fait accompli, mais il t'a amené en fait dans des endroits où il s'est dit bon, elle va se projeter et elle va tout de suite être partante. Mais avant même tout ça en fait, quand vous vous êtes dit ok, on arrête de bosser pour faire un grand voyage en famille, on sait pas exactement ce que ça va être. Tu peux me parler en fait de cette décision? Comment est-ce qu'on prend cette décision? Enfin, ça peut être terriblement excitant, ça peut être aussi terrifiant de tout plaquer avec 4 enfants. Ça peut être, enfin, tu vois, dans quel état d'esprit vous étiez? Comment est-ce que tu t'es projeté dans tout ça? Je pense que ça a duré plusieurs mois. Ça faisait plusieurs mois que ça allait plus très bien. Autant mon mari dans son travail, ça allait plus trop, il prenait plus de plaisir. Moi, non plus. Dans mon quotidien de maman. J'en avais de plus en plus marre. Je rentrais, je voyais que les enfants, c'était pas la vie que je voulais leur donner. Donc ça a duré plusieurs mois. Et en fait, au début, notre idée de voyage, c'était dans 3 ans. Tu vois, c'est venu un peu comme un projet. D'abord, c'est rentré comme un projet un peu pour souffler en fait, un objectif qui nous fasse tenir au moment T. Tu vois, c'était l'objectif. Voilà. Ok, c'est pas facile, mais dans 3 ans, on part faire ce voyage et d'ici là, on monte le voyage. Et puis, on a eu le Covid. On a eu le Covid en plus de ça, donc on a été hyper fatigués. On est rentré dans une période super fatiguée et puis on est parti en vacances en Afrique du Sud depuis le Cameroun. Et en fait, c'est là que ça s'est tout un peu accéléré. On s'est vraiment rendu compte qu'on était fatigués, qu'on n'en pouvait plus et que maintenant qu'on avait en plus mis cette petite objectif de dans 3 ans, en fait, le quotidien nous paraissait encore plus compliqué à vivre. Est-ce que vous compariez à ce que vous pourriez avoir dans une autre vie un peu ou...
Ouais, je pense, on rêvait, tu vois, on regardait ce que faisaient d'autres familles et tout, et on se dit, mais en fait, si ça va pas aujourd'hui, pourquoi attendre? C'est peut-être, en fait, il y a jamais de bon moment. Peut-être que dans 3 ans, ce sera plus du tout le bon moment. Tu vois, peut-être que dans 3 ans, on aura chacun une opportunité professionnelle, ce sera pas le moment. Aujourd'hui, c'est peut-être le moment finalement. Alors, ok, le petit, il est pas propre, ok, tu vois, on a mis des petites barrières comme ça. Mais est-ce que ça vaut le coup de rester encore 3 ans Donc, c'est vraiment quand on était en Afrique du Sud qu'on s'est dit ok, et que là, il a envoyé sa lettre de démission et qu'on a dit, bah écoute, on voit de toute façon, on avait mis un peu d'argent de côté pendant ces 10 dernières années. On s'est dit, bah, on met la maison en location et puis on verra. Voilà. Donc, et on est parti en fait. Et là, si tu veux, quand on est arrivé en France, objectif faire le voyage, se former, mettre en place les choses pour partir. Et en fait, le 3 mai, mais c'était un peu flou. Et le 3 mai, quand on est arrivé chez eux pour le bateau, en fait, ils nous ont dit voilà, il y a une liste d'attente. Si vous commandez aujourd'hui, enfin, on n'a pas commandé le jour J, le 3 mai, mais on a commandé en juin, tu vois. Si vous commandez maintenant, en gros, le bateau sera fait dans 1 an. Ah ouais, ok. Donc on n'allait pas non plus attendre coup de cœur pour le vendeur, coup de cœur pour le modèle du bateau, coup de cœur pour tout. On s'est dit allez go, on y va. Et on a eu du coup 1 an pendant la construction du bateau qu'on a pu suivre, donc c'était intéressant pour nous et pour les enfants la construction. Et nous en parallèle on s'est formé à tout ce qui était de théorie, donc on a fait plein de formations à Nantes. On a passé nos permis. Sur quoi? Sur les permis hauturiers, la navigation, ok. Ouais, alors les permis hauturiers sont pas obligatoires, mais on les a passés. En voile en fait c'est pas obligatoire, c'est obligatoire que sur les bateaux à moteur en France. Et après on a fait formation médicale. De grandes croisières, premier secours, mais un peu plus, tu vois, recoudre, etc. On a fait, voilerie, matelotage, météo, pouvoir analyser la météo et les fichiers météo. Lui, il a fait moteur. Ouais, ce que j'allais dire, savoir faire quelques réparations vous-même s'il y a un pépin. Donc voilà, on a fait plusieurs, tout, je pense qu'on les a toutes faites. Quasiment, lui, il a même fait astrologie. Enfin, la météo avec l'astronomie, tu veux dire? Astronomie plutôt, non? Ouais, c'est pas, oui, astronomie, pardon. Non, mais c'est un autre nom. C'est un autre nom, de voir par rapport aux étoiles, je crois, la météo, la direction, enfin, je sais. Mais non, pas du tout astrologie, hein, n'importe quoi. Comment est-ce que vous trouvez toutes ces formations-là? Il y a, des listes que vous trouvez ou vous renseignez, j'en sais rien, auprès du fabricant de bateaux, qui vous conseille des trucs? Comment est-ce que vous y prenez? On avait regardé un petit peu sur des blogs, etc. Et on avait découvert un centre de formation à Nantes qui forme justement les personnes qui partent en mer, qui est vraiment dédié. Donc on a suivi ça. Je sais pas s'il en existe beaucoup d'autres, honnêtement. Il est vraiment connu. Escale formation technique, ça s'appelle. Voilà. Donc tu peux décider de tout faire en 1 an, tu peux tout faire en 10 ans. C'est plusieurs formations de 2-3 jours, tu vois. Et est-ce que vos enfants, vous les avez formés à certaines choses aussi avant de partir? Non. Nos enfants, on les a formés à faire l'école à la maison, l'année où on est rentré. Voilà. Ouais. Non, c'était l'année, du coup, on a arrêté 2021 ou 2022. L'année dernière. D'accord. Ok. L'année dernière. Et donc, l'idée, c'était de les rendre, que l'école à la maison devienne un peu plus simple, un peu une autonomie. Tu vois, je vois d'autres familles autour de nous qui sont parties en même temps. Et on fait l'école en même temps, mais nous, je vois que nos enfants, le fait d'avoir fait 1 an en plus, c'est quand même plus simple. Donc voilà, non, les enfants, étape par étape. Tu vois, ils commencent à s'y mettre là maintenant. À savoir naviguer un petit peu. Ouais. D'accord. Ils avaient jamais fait de voile avant, genre, je sais pas, même des stages d'optimiste ou de kata ou de trucs comme ça pendant l'été ou? On leur a fait faire un stage aux 2 grandes de mini kata. On l'a fait ensemble en fait, l'été d'avant de partir. D'accord. Stage mini kata ensemble. Donc elles étaient dans l'équipe enfant et nous on était dans l'équipe adulte, mais on était dans le même au même endroit. Après elles étaient petites, tu vois, elles avaient 8 et 10. Et alors, comment est-ce que d'abord les enfants et puis je sais pas votre entourage en général a pris cette nouvelle, parce que du coup vous avez 1 an presque pour annoncer la nouvelle à tout le monde avant de partir pendant que votre bateau se construit. Comment ça s'est passé? Est-ce que tout le monde a compris votre projet? Puis est-ce que les enfants ont réalisé finalement ce qui allait se passer? Comme tu dis, ils étaient petits. Ma belle famille, ils ont compris parce que mon mari est toujours été un peu comme ça, aventurier avec des idées un peu farfelues, donc pas surpris. Go mon fils. Ma famille à moi un peu plus surpris.
pas forcément, ils ont pas forcément bien accueilli. Voilà, sans ni plus ni moins. Honnêtement, je sais pas te dire si s'ils y ont cru ou s'ils y ont pas cru. Tu vois, maintenant que tu me poses la question, je me demande s'ils se sont pas dit non, mais voilà, c'est une idée, ça va passer. Ouais. Voilà, c'est fort possible qu'ils aient pensé ça. Si on a quand même eu des personnes qui nous ont dit mais vos enfants, de les déscolariser, vous leur enlevez la vie sociale, vous avez pas peur pour vos enfants, pour faire l'école à la maison, vous allez les couper du monde, de la réalité, comment ils vont se réintégrer après dans la vraie vie. On a eu des petits commentaires comme ça. Tu leur répondais quoi à ces gens-là? Alors au début, forcément ça déstabilise, surtout quand c'est des proches et que t'attends d'eux d'un soutien et qu'en fait t'as ces réflexions-là, c'est quand même pas facile. Après, je suis super ouverte d'esprit du fait de voyager depuis longtemps, donc je vois des enfants qui évoluent dans différents milieux et qui évoluent très bien. Donc ça me rassure. Et puis je suis aussi, j'aime beaucoup tout ce qui était. J'ai eu une période très branchée Montessori où je suivais beaucoup de familles qui faisaient l'école à la maison. Je voyais aussi que les enfants évoluaient très bien. Donc et puis moi, mes enfants ont fait déjà beaucoup d'écoles. Ils ont été déscolarisés en milieu d'année. Ça les a pas empêchés de bien évoluer, au contraire. Je dis pas que ça marche pour tous les enfants. Je dis juste que voilà, ça peut très bien. Tu connaissais tes enfants et t'étais pas très inquiète, quoi. Voilà, je pense que c'est une opportunité de. Enfin, moi, je suis assez sûre de mes choix. Après, j'ai 4 enfants, tu vois. Je pense que c'est plus facile quand t'en as 4 que quand t'en as qu'un. T'as déjà pris des réflexions, tu sais déjà que t'as déjà pris un petit peu confiance dans ton rôle de maman, tu vois, dans tes choix. Je pense que c'est ça. Et après, par rapport aux enfants, non. Les enfants, en fait, ils se rendent pas compte. Ils suivent, tu vois. Quand tu leur annonces. Ouais, ils suivent, ils sont là, ok. Voilà. Ils ont pas de questions particulières, les grandes peut-être Non, en fait, ils ont toujours été habitués à bouger. Ouais, c'est ça. Ils vivaient déjà à l'étranger, ils vivaient déjà loin des grands-parents et tout. C'est ça. Ils vivaient déjà loin, ils ont déjà beaucoup bougé. Et puis, la question, quand on est parti du Cameroun, c'était peut-être la grande, elle avait des copines assez proches. Voilà, elle était un peu triste de quitter ses copines. Mais en fait, quand tu vis en expatriation, si c'est pas toi qui pars, c'est les autres qui partent à un moment donné. Ça bouge quand même pas mal. Donc, tu vois, l'année suivante, par exemple, ses meilleures copines sont parties. Donc, si on était restés, ça aurait été le même problème en sens inverse. Donc ça, maintenant, elle l'a compris. Non, les enfants, moi, je pense que du moment que les parents sont heureux, les enfants sont heureux. Du moment qu'il n'y a pas de blocage chez les parents. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être que c'est un peu trop radical, mais voilà. Donc, en tout cas, les enfants, ça leur a pas posé de problème. On leur a pas donné de date non plus, genre de date de retour, de date. On leur a dit on part. Je pense que ça aide aussi. Parce que quand tu pars 1 an et que tu leur dis qu'on revient dans 1 an, certains enfants, je me rends compte là en discutant avec les autres familles que parfois, les enfants, ils quittent pas vraiment là où ils se lâchent pas vraiment dans le voyage, tu vois. Ils sont toujours, ils comptent un peu les jours, mais je pense que je serais pareil à leur place, tu vois. Ils comptent un peu les jours avant de retrouver les copains au même endroit, etc. Ouais. Donc nous les enfants, ils ont pas posé de problème par rapport à ça. Je pense que le fait d'être en expatriation aussi, ça joue. Parce qu'on est quand même beaucoup plus centré sur le noyau central familial que sur les relations extérieures quand on est en expatrié. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, je comprends. Et toi, alors, qu'est-ce que tu espères que ce voyage leur apporte? Parce que j'imagine que tu as une vision maintenant, mais j'aimerais bien savoir avant de partir, à quoi est-ce que tu t'attendais? D'avoir des parents plus heureux et plus posés. Avant de partir, j'avais vraiment envie de stopper j'avais vraiment l'impression d'être dans un tunnel infernal. 4 enfants, quoi. 4 enfants, réveillés le matin à 6h30, hyper fatigués, qui pleuraient, qui me fini, dépêche-toi, tout le temps, dépêche-toi, on va être en retard, courir et tout, voilà. Et puis, en plus, moi, je gérais le midi, il y avait pas de cantine, donc il fallait que je fasse pareil à midi, pareil à 14h. Du coup, voilà, c'était un peu sortir de ça, essayer de tester un nouveau mode de vie, tu vois. Voilà, de tester. Je partais pas en me disant, ok, ça va être génial. Non, je me suis dit, je m'attendais à rien en particulier. Je me suis dit, j'ai envie de tester pour voir si c'est possible, tu vois. Un peu en mode expérimentation. Ça, c'est plutôt pas mal, je pense, quand tu as n'importe quel projet, voyage, c'est de rester un peu ouvert sans avoir d'attente particulière, comme ça au moins on n'est pas déçu. Voilà, l'idée c'était ça. Après, l'idée c'était bien évidemment aussi de leur ouvrir l'esprit, de leur faire découvrir des nouveaux endroits, de voyager, quoi, tu vois. De faire des rencontres, de leur faire découvrir le monde. Je suis même pas sûre qu'ils en aient encore totalement conscience de ça, tu vois. Et pour te dire que les enfants se rendent pas compte, quand on a fait la transatlantique et qu'on est parti le premier jour, donc ça faisait quand même un moment qu'on en parlait, hein, les enfants sont avec nous.
Mon fils m'a dit, on arrive quand? Tu vois? Genre, on arrive dans 2 heures, tu vois, on arrive, ouais. Comment te dire? Donc, je pense que, tu vois, voilà, ils se rendent pas compte. On est parti de La Rochelle et on a fait un circuit un peu classique qui est de descendre, depuis La Rochelle, nord de l'Espagne, Galice, Portugal, puis Madère, puis les Canaries, Cap-Vert. Et du Cap-Vert, on a traversé l'Atlantique pour les Antilles. On a été au sud des Antilles jusqu'en Grenadine. Puis là, on est remonté aux îles Vierges. On va aller jusqu'aux Bahamas. Finalement, c'est en juillet 2022 qu'Audrey et sa famille s'engagent au départ de La Rochelle et partent à l'aventure. Cela fait donc un peu plus d'1 an qu'ils découvrent ces nouveaux modes de vie qu'ils semblent plutôt apprécier. Et 1 an ensemble de navigation, eh bien c'est aussi l'occasion de faire un petit bilan. J'ai demandé à Audrey d'aller tendre le micro à tous ces matelots. En direct des îles Vierges britanniques, on entend au fond le bruit du désalinisateur qui tourne au moins 2 heures par jour. Et j'ai Christophe en face de moi et je me demande du coup, Christophe, si quel est ton bilan après 1 an? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu aimes moins? Je dirais que c'est fidèle aux attentes qu'on avait, que j'aime à peu près tout, je pense, et que j'aime rien, enfin j'aime pas rien. On s'était fait des films entre guillemets de comment ça serait, et c'est clairement, notre imagination n'avait pas été débordante, et je pense qu'on savait où on allait finalement, et que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'on avait imaginé. Voilà, donc parfois il y a des naves qui sont un peu difficiles, mais on choisit nos fenêtres. Non, les points négatifs que pourraient trouver certains, c'est l'inconfort, la promiscuité, le quotidien avec l'école, je sais pas moi, la cuisine, le ménage, enfin finalement c'est le quotidien de tout un chacun, sauf qu'effectivement les enfants on envoie à l'école, le ménage on le fait avec pas les enfants dans les pattes, enfin il y a plein de choses qui se font, mais en fait on trouve chacun notre rythme, je pense, et puis voilà, et on fait une sauce commune, quoi. Tout le monde participe, ça c'est sûr, c'est que les enfants participent matin, midi et soir aux tâches ménagères, et puis nous on mange avec eux quand même matin, midi et soir. Ça fait des repas à préparer, ça fait des choses à faire. On n'a pas de transport, on n'a pas de perte de temps, de choses comme ça. Donc quand on décide d'aller faire les courses, ça fait partie d'une balade en général. Plus que juste aller dans une grande surface, c'est une balade en ville, faire des courses et boire un coup ou quoi. Donc c'est vrai que ça... Non, j'avoue, j'ai pas vraiment de points négatifs. Je pense qu'on est bien là où on est, on a la liberté qu'on attendait, on a les levées de soleil, les couchers de soleil, enfin, je pense qu'on est bien. Ce que j'aime sur le bateau, c'est qu'il y a la mer à côté, il y a plein de copains, on peut aller faire du paddle avec eux. C'est trop cool. Il y a plein d'animaux nouveaux qu'on voit. Ce que j'aime pas trop, c'est quand ça bouge beaucoup, parce que ça donne mal à la tête des fois et c'est un peu embêtant quand même, parce que ton corps il doit s'habituer au mouvement et ça prend du temps. Et du coup, les 5 premiers jours, t'es un peu malade. Après des navigations de plus de 2 jours, même de 1 jour, il n'y en avait quand même pas beaucoup. Surtout le temps qu'on a passé en bateau aussi. Ça te semble beaucoup? 1 jour ou 2 jours? Non. En fait, j'ai l'impression que les navigations les pires, c'est celles qui sont les moins longtemps. Pas celles qui sont, par exemple, de 1 jour en entier, avec une nuit. C'est pire que 15 jours, j'ai l'impression. Parce que après 15 jours, t'es habitué, du coup, tu ne sens plus rien. C'est vrai, on s'habitue après quelques jours. Et puis, ça dépend aussi des conditions de la navigation. Par contre, quand la navigation, c'est 5 minutes, c'est pas la grosse tempête, ça va, ça bouge pas du tout, on n'a rien. En plus, qu'est-ce qu'on fait quand on fait des navigations la journée? On regarde un film. Ah ouais. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, Soren, si t'es content de la vie en bateau, si tu voudrais rentrer? Non. T'es pas content? Non. Ok. T'aimes pas? Tu veux rentrer? Tu veux partir en France dans une maison?
Oui. Pour faire quoi? Tu veux aller à l'école? Non. Tu veux rester sur le bateau? Non. Tu veux quoi alors? Je veux rester sur mon bateau et naviguer. Et manger. J'aime pas trop les légumes. Je peux faire naviguer avec un bateau. Et je peux faire un bateau, un monocoque. Je peux faire une petite voiture avec un petit truc à manger, un petit verre à boire, un petit dessert et voilà. D'accord. Et vraiment. Ah bah, est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes sur le bateau? Ta vie sur le bateau, qu'est-ce qui te plaît? Tu fais quoi le matin? Je mange et après je travaille, et parfois on fait des randonnées. Du coup, je travaille pas. Après que je travaille, parfois je me baigne. Parfois je vois des tortues, des poissons, plein de choses, des coquillages, des cailloux. Avec qui tu te baignes? Parfois avec Liv, parfois avec Romy, parfois avec tout le monde, parfois. C'est Voilà. qui tout le monde? Tout le monde, c'est moi, Liv, Romy, Sorène, papa et maman. Et aussi les autres, peut-être les autres enfants des autres bateaux? Et oui, parfois on va se baigner avec eux, on va jouer en paddle. L'après-midi, parfois je joue avec Romy, parfois on joue avec les Nils. Parfois on fait des soirées pyjama avec les Nils, les Wilsey. C'est les noms du bateau? On les appelle par leur nom de leur bateau. Est-ce que tu aimes bien la vie sur le bateau ou est-ce que tu voudrais rentrer? Non, j'aime bien. T'es contente d'être avec ton papa et ta maman? Oui. Ou ils t'embêtent un peu parfois? Non, ils m'embêtent pas. Tu peux le dire, hein? Non, ils m'embêtent pas. D'accord. Le bilan pour l'instant, c'est ce que je te disais en intro, c'est qu'on est parti en mode voyage et que finalement les choses sont en train de se transformer pour devenir plutôt un mode de vie. Le bilan, c'est qu'on s'était dit qu'on ferait le tour du monde, qu'on partirait là au Panama pour faire le Pacifique et que finalement on s'est dit rapidement que on avait envie de le faire plus lentement et donc on fera le Pacifique l'année prochaine. Donc là, on va en profiter pour remonter jusqu'à New York. Donc on va ralentir. Donc le bilan, c'est qu'on va ralentir un petit peu. Qu'on va faire sûrement un voyage plus long. On ne sait pas combien de temps il va durer. Il durera le temps qu'il devra durer. Que peut-être aussi on s'est ouvert la porte de s'arrêter dans un endroit qui nous plaît pour rester quelques mois, quelques années. Même éventuellement rescolariser les enfants. Ah ouais, d'accord. Genre où? T'as des idées déjà ou pas encore? Polynésie, Nouvelle-Zélande. Ça fait partie des endroits qu'on a en tête. Mais bon, on sait pas. On fera comme on a envie à ce moment-là. Mais c'est des choses qu'on a en tête pour le moment. Et puis bilan enfants, écoute, très très bien pour l'instant. Les enfants ne demandent pas l'école depuis 2 ans. Je pense qu'ils y trouvent leur, comment tu dis, c'est quoi le mot? Une réponse. Ouais, ils y trouvent leur compte, voilà. Ils se trouvent leur compte dans cette méthode-là. Ils sont devenus très très autonomes. Les 2 grandes, de toute façon, 4 enfants, tu peux pas gérer. Moi, je travaille, Christophe travaille aussi un peu. Du coup, tous les matins, c'est tout le monde travaille en autonomie. Et puis, à la fin de la matinée, on fait un point sur les avancées de chacun et chacune. Donc, ça, c'est le bilan, c'est autonomie. C'est que les enfants travaillent vraiment en autonomie. Alors, quand on est parti, par exemple, ma deuxième, elle va passer des journées à l'école. Et moi, j'avais la maîtresse qui m'appelait, qui me disait, bon, j'ai un problème avec Romy, c'est que on a fini l'exercice, elle a toujours pas ouvert son cahier, tu vois. Vraiment, elle avait du mal à se mettre dans l'action. Et en fait, maintenant, c'est elle qui réveille le plus tôt et qui travaille le mieux, quoi. D'accord. Plus autonome, mais en fait, elle a eu un déclic grâce à ça de, ok, si je travaille, si je fais mes 2-3 heures par jour, après, je peux aller jouer, donc c'est cool. Et si je le fais bien, en plus, ça va aller encore plus vite. Donc. Mais après, l'autonomie chez des enfants d'une dizaine d'années, c'est pas pareil non plus. Tu me disais que ton petit dernier a 4 ans. Ça ressemble à quoi l'autonomie alors à cet âge-là? Non, bien évidemment. Donc, le matin, il se réveille, il se lave les dents, et puis, il fait ses maths. Non, le petit dernier, l'autonomie, c'est temps libre. C'est temps libre, il se met à travailler quand il a envie. Mais il travaille sur quoi à 4 ans? Il prend un cahier de coloriage. D'accord. Mais il prend un cahier de coloriage où il a un cahier avec des lettres, qui va se mettre à faire des lettres, mais ça va durer 30 secondes. Hein. Ça va durer 30 secondes, mais c'est suffisant parce qu'on voit Alors pour le coup, lui, on tente un truc qui est
vraiment pas dirigé parce qu'on peut se permettre, tu vois, il est en moyenne section, il est de fin d'année. Donc, et ben du coup, on voit quand même qu'il s'améliore, qu'il parle très bien, alors que, qu'il communique avec des adultes, qu'il communique avec ça. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que les enfants, ils ont pas peur de communiquer avec des petits ou des plus grands ou des personnes âgées ou voilà, tu vois. Du coup, il communique très bien, il est très habile, il s'occupe pas mal du bateau avec mon mari. Il évolue en fait, on voit qu'il évolue malgré qu'on n'ait pas de choses dirigées. Donc voilà. Après, je te cache pas qu'à 10h, c'est maman j'ai faim. Oui, normal, enfin un enfant de 4 voilà, ans, quoi. c'est la vraie vie. Donc c'est pas magique. Voilà, c'est pas magique. Parfois, il se roule par terre parce qu'il s'ennuie. Mais bon, pour moi, ça fait partie des apprentissages, tu vois. Voilà. Donc là, il se roulait par terre tout à l'heure parce qu'il voulait un dessin animé, par exemple. Donc c'est un peu le truc. Donc oui, on tient, on lâche pas et puis on le laisse. Voilà, on lui explique. C'est pas tous les jours facile. J'avoue que c'est plus facile avec les 2 aînés et puis celle qui a 7 ans, on est dans le dur aussi parce qu'on essaie justement de lui faire de l'autonomie, mais elle est plutôt, elle a pas encore eu le gros déclic. Ouais, ça va venir. Ils sont petits. C'est ça. Je sais que ça va. En fait, quand t'as des grands, que c'est ton 2e ou ton 3e, tu relatives parce que tu sais qu'à un moment donné ça va venir. C'est pareil pour le sommeil. C'est pareil. Tu sais qu'à un moment donné ils vont dormir. Ok, là ils dorment pas, mais à un moment donné ils vont dormir. Comment est-ce qu'on finance tout ça? Enfin, je veux dire, toi, tu bosses. Enfin, tu disais, ton mari et toi, vous bossez. Parce que vous disiez que vous aviez quitté votre job avant de vous lancer dans ce projet. Donc, toi, je sais que tu as lancé ton activité. Ton mari, il est pas à temps plein, du coup, aussi? Enfin, je sais pas. Alors, moi, j'ai lancé mon activité de doula, mais au final, en fait, juste avant de partir, je me suis formée aux huiles essentielles parce que pour mon activité de doula et par rapport au fait que je voulais les utiliser en bateau, on avait eu dans la formation médicale à Nantes, on avait parlé des huiles essentielles et du pouvoir que ça pouvait avoir sur tout ce qui était préventif. En fait, tu peux pas attendre un mal de ventre au milieu de l'Atlantique, tu peux pas attendre que ça passe. Faut que tu agisses tout de suite quand ça commence parce que ça peut pas déraper. Donc pour tout ce côté préventif et puis les mots de transport, etc. Donc ça m'avait un peu interpellée. Du coup, j'ai décidé de me former avant de partir. Et j'ai rejoint de fil en aiguille parce que la formation, j'ai trouvé géniale. Les huiles essentielles que j'ai utilisées, je les ai trouvées géniales. Donc, j'ai rejoint le laboratoire qui fabrique les huiles essentielles que j'avais commandées pour pouvoir, à mon tour, former des familles. Donc, je trouvais cette idée plutôt sympa, pour créer des relations autour de moi avec les bateaux alentours et les autres familles qui sont en voyage. Donc, former les familles et puis aussi les utiliser dans mes accompagnements doula. Et puis, au fur et à mesure de l'année qui est passée, cette partie huile essentielle a pris de plus en plus de place et la partie doula un petit peu moins. Je pense que ça correspond à un peu mon mode de vie et puis ça correspond à la période. Mais peut-être que, en fait, les deux sont complémentaires de toute façon. Donc moi, c'est plutôt là-dessus que je suis vraiment à 4000% en ce moment et c'est l'éclate. Je m'éclate et en plus, j'aime vraiment ce que je fais et en plus, je suis rémunérée à la hauteur de ce que je fais, donc c'est chouette. Et mon mari, lui, il est parti avec un contrat, peut-être. Enfin voilà, il aimerait bien faire des missions, mais pour l'instant rien de très très concret. Est-ce que tu saurais me dire en quoi cette presque année du coup de navigation en famille t'a fait changer toi, enfin t'a fait évoluer? Qu'est-ce que t'as appris sur toi, sur ta famille, sur ton couple, sur tes enfants? Est-ce que tu pourrais me dresser un petit... J'ai compris le bilan que ce mode de vie vous intéressait, mais toi en tant que personne, quoi. Alors, la première chose, je pense, qui est intéressante et dont j'ai discuté avec des personnes aux alentours, c'est que, par exemple, tu as un enfant, j'ai souvent dû prendre l'avion seule avec mes enfants. Je m'en faisais un peu une montagne. Et puis, un enfant de plus, un enfant de plus. À chaque fois, je me disais, je vais pas y arriver, puis j'y arrivais. Et puis après, voyager seule avec 4 enfants petits, donc vraiment petits. Je l'ai fait pendant toute une journée. Et en fait, tu te dis qu'on est capable de faire tellement plus que ce qu'on croit, qu'on se met en fait tout seul des limites, et que l'idée c'est pas non plus c'est d'y aller étape par étape, tu vois. Et donc aujourd'hui, j'ai traversé l'Atlantique à la voile avec mes 4 enfants. Donc en fait, je me suis mis, voilà, c'est complètement ouf. Et en fait, le fait d'avoir fait ça, j'ai vachement plus confiance dans tout le reste de ce qui peut se passer dans ma vie, tu vois. Tout me paraît simple.
le quotidien me paraît beaucoup plus simple en fait. Voilà, tu vois, je sais pas comment te Ça te fait dire. relativiser. Ouais, ça fait relativiser plein de choses. Tu te sens petit, tu te sens après tu te sens aussi porté par la nature un peu, tu vois. Tu prends confiance aussi dans tes facultés dans plein de choses. Donc je pense que ça m'a fait grandir en tant que j'ai vraiment fait de plus en plus confiance à mon instinct. Je fais de plus en plus confiance aux gens que je rencontre. J'essaie de me nourrir, de m'ouvrir de plus en plus parce que je me rends compte qu'on a, tu vois, justement, on n'avait jamais fait de voile. Donc, j'ai beaucoup discuté. Ouais, j'ai beaucoup discuté. On a beaucoup discuté avec des familles, avec des marins, et en fait, au contact de toutes ces personnes, on apprend tellement. Donc, il y a ça, qui est, on apprend beaucoup. Donc voilà, s'enrichir des autres et prendre confiance en soi. Ma partie huile essentielle aussi me passionne tellement. Aujourd'hui, on n'utilise pratiquement plus de médicaments, tu vois. Je suis pas du tout contre les médicaments, pas du tout. Heureusement que ça existe. Mais je me dis, il y a quand même une partie qu'on peut laisser gérer aux gens seuls. On n'est pas tous stupides. On peut aussi, comme avant. Hein, il n'y avait pas besoin de faire un bac plus 8 pour pouvoir les petits bobos du quotidien, tu vois. Voilà. Et faire du préventif. Donc tout ça en fait mélanger, prendre confiance en moi. Par rapport aux enfants, c'est pareil, lâcher prise. Ils travaillent pas aujourd'hui, c'est pas grave. Ils ont pas bien, c'est pas grave. Là, ils suivent quoi, le CNED ou des choses comme ça pour avoir le... Même pas. On a pris des livres. On avait vraiment envie de faire quelque chose de slow. Moi, j'avais envie de tester l'unschooling. Là où mon mari était un peu plus terre à terre. Donc l'unschooling, c'est vraiment pas d'école, rien du tout. Tu crées un environnement favorable à l'apprentissage, donc avec des livres, des films, voilà, peu importe, du matériel. C'est un peu le Montessori poussé à l'extrême, si tu veux. Et il y a des familles qui font ça. Donc c'est-à-dire que t'as des enfants qui vont apprendre pendant 1 an l'anglais, s'ils ont envie de parler anglais. Moi j'ai envie de tester ça, mon mari bon moins, et je le comprends aussi parce que si tu pars là-dedans, tu te fermes quand même des portes de l'école normale, tu vois. C'est plus compliqué après pour se réadapter. Donc voilà. Du coup, on a coupé la rapport en deux, on a dit on va faire maths et français parce que maths et français en apprentissage libre, c'était plus compliqué. Puis le reste ils feront à leurs envies. Donc on a pris des livres scolaires et puis ils font à leur rythme ces livres scolaires. Donc lâcher prise, les enfants, je vois qu'ils évoluent très bien. Liv l'année dernière, elle avait appris l'anglais avec un accent vraiment beaucoup beaucoup mieux que le mien. Grâce à l'application Duolingo, tu vois. Et puis là, elle est passée sur une autre application qui s'appelle Mosalingua. Elle est en train d'apprendre l'italien. Donc je me rends compte que ils écoutent beaucoup de podcasts aussi pour les enfants. Ils apprennent plein de trucs. Ah ouais, genre quoi? Genre les Odyssées, genre il y a le Mythes et légendes aussi qu'ils aiment bien. Il y en a pour tous les âges. Il y a encore une histoire, ils aiment bien les deux petits, encore une histoire avec le camion poubelle et tout. Et puis là, ma grande, elle écoute des trucs sur des enquêtes. Donc là, par contre, on est passé sur un autre truc, des trucs d'adultes, tu vois. Ok. Bon, je sais pas, pour l'instant, je la laisse. Et elle est passionnée, donc du coup, elle veut devenir enquêtrice. Comment tu vas en ville? Une annexe rouge. Rouge. Avec une voiture non, un camion, je veux dire, monter. Est-ce que tu as un moteur sur ton annexe? Bah oui, là. Un moteur de combien? À 6 chevaux. Ah oui? À 6. D'accord. Et après midi, je m'arrête. Après-midi, je vais m'endormir. Le jour, j'avais de me baigner. Je navigue qu'un peu. Et après, je veux dessiner un peu. Le matin, je dessine. C'est toi qui conduis le bateau? Oui. Tout seul? Et au niveau du couple, j'imagine que voilà, vous êtes aussi tout le temps
ensemble. C'est pas toujours. Enfin, il y a des couples pour qui ça marche très très bien parce qu'ils sont hyper besoin d'être toujours ensemble, très fusionnels. Enfin, j'imagine. J'ai jamais vécu sur un bateau plus d'une semaine, donc je dis peut-être des bêtises, mais j'imagine que c'est pas facile de se ménager du temps pour soi aussi. Parfois, on en a besoin pour voilà, pour finalement revenir avec sa meilleure version de soi-même à partager avec les autres. Comment ça se passe de votre côté? Alors justement, on va acheter un autre bateau et puis on va avoir chacun son bateau. Non. Comment ça se passe tous les deux? Alors, je pense que l'expatriation fait que... Alors déjà, on s'est connus jeunes. On s'est connus jeunes et on est partis tôt tous les deux. Donc, le fait de vivre ensemble, ça fait partie de notre couple, tu vois, justement. Enfin, voilà, depuis le début. Et puis l'expatriation, comme je te disais tout à l'heure, d'être concentré plus sur son noyau. Le fait d'avoir vécu l'infertilité, d'avoir vécu les 4 enfants, ça c'est des étapes aussi qui, je pense, sont importantes dans un couple. Et puis voici si on est capable de... C'est un peu comme les étapes de traversée l'Atlantique, si tu veux. Déjà, t'as un enfant, ça chamboule un peu un couple. Quand on a 2, 3, 4, ça renforce. Soit ça renforce, soit ça sépare, quoi. Donc je pense que tout ça, ça a joué un petit peu dans notre couple et dans ce qu'il est aujourd'hui. Moi, je considère avoir quand même besoin de temps, toute seule. Donc le travail, c'est un peu ça. C'est un peu ma passion et donc mon moyen d'avoir du temps pour moi et pour développer un petit peu différemment hors de la famille. Après, on a quand même, alors ok, on est tout le temps ensemble, mais on a quand même beaucoup plus de temps parce qu'on n'a pas les transports, on n'a pas la logistique. Il y a plein de trucs qui finalement n'ont plus lieu, donc on a quand même des journées qui sont longues et on a du temps pour nous. Si on a besoin, en tout cas, c'est clair entre nous que moi je peux partir une journée du bateau. Mon mari il le sait que parfois j'ai besoin, je pars une journée, je vais me mettre dans un café. Voilà. C'est après, normal en fait. Voilà, c'est normal. Après il y a des moments qui sont pas simples mais je pense que c'est dans la vie en fait en général, il y a rien qui est ça. Enfin, c'est pas que du rose non plus, même dans la vie en bateau, tu vois, il y a aussi des moments qui sont compliqués. Tu vois, par exemple, là, travailler aujourd'hui avec les enfants qui courent autour de moi, ou pas te parler aujourd'hui, donc j'ai réussi à me mettre un peu au calme, mais ils sont là, et parfois, quand je travaille, ils sont là, donc il y a du bruit, c'est plus difficile, mais c'est mon choix. Donc j'accepte, et je sais que ces choses qui sont peut-être un peu plus difficiles aujourd'hui, c'est aussi ce qui m'a motivée à partir en bateau, c'est d'être avec eux. Donc maintenant, ils sont là. Donc c'est cool. Et puis je suis contente aussi de leur montrer, de mélanger, je trouve que la vie entre la vie des parents, la vie des enfants, la vie familiale, qui voient que les parents travaillent, qui se rendent compte qu'il faut rester un petit peu parfois calme et enfin voilà, respecter tout ça. Là, on aperçoit une île, toute petite île, minuscule. C'est pas très beau. Les nuages, il y a des nuages, il y a un peu de vent. La mer est pas très calme. J'accélère un peu là, on est qu'à même pas 3 nœuds. Mais je sais pas où tu veux qu'on se mette. Est-ce que tu as des souvenirs à partager avec nous pour terminer? Je sais pas, un des trucs les plus inattendus que vous ayez fait, une des pires galères que vous ayez eues, je sais pas, un des trucs les plus rigolos qui se soit passé en famille sur le bateau depuis que vous êtes partis. Une galère. Ça va être quand alors on est plutôt, tu vois, vu qu'on n'a jamais fait de voile, on est plutôt sécuritaire, on regarde bien la météo. Presque on part quand il n'y a pas de vent, tu vois, les gens ils rigolent parce que la traversée de l'Atlantique, tout le monde a dit ne partez pas, il n'y a pas de vent. On a dit ça tombe bien, on part. On est les seuls à être partis avec un autre bateau en disant trop bien, il n'y a pas de vent, on fonce quoi. Et finalement ça s'est très bien passé. Bon, on a mis on a pas traversé en combien de temps? En 15 jours, ce qui est très bien parce qu'on a un bateau qui fonctionne plutôt très bien. Ça c'était cool et en milieu en fait on a eu 3 jours sans vent. Donc lac au milieu de l'Atlantique, mais du coup baignade, du coup pause, tu vois, c'était pas si mal. Du coup là-dessus on fait plutôt attention, mais là on recevait un couple d'amis proches, et on a voulu un peu leur montrer notre bateau et notre jolie voile rose et tout. Donc on a vu le vent qui était bien comme il faut, on a dit bon on va sortir notre grande voile. Donc c'est un spi, c'est une grande voile
qui prend en mètre carré beaucoup d'espace et donc du coup qui est beaucoup plus sensible parce que s'il y a qui est beaucoup plus dangereuse, tu vois, parce qu'elle est fragile. Rafale. Voilà, elle est fragile et puis du coup elle est sensible. Si tu dépasses 25 nœuds ou 20 nœuds, ça peut pas être cool quoi. Ça peut soit se déchirer, soit faire chavirer le bateau. Et mais on se dit on la sort, le vent est bien. On voyait le nuage gris au fond, mais bon, on faisait genre on l'a pas vu. Et et en fait, il se trouve qu'au moment où on a mis la voile, grain, grosse pluie, rafale donc, de grain, vent. c'est tempête, hein, pour ceux qui connaissent pas. Voilà, c'est la pluie et voilà, tempête, pluie, mais du coup, ça veut dire quand même peut-être petite rafale de vent et c'était pas le moment, quoi. Et le vent, et donc au début, tout va bien et puis 5 minutes après, le vent tourne subitement et là, le bateau chavire, mais vraiment, enfin, donc pas chavire, mais gîte, donc tu vois, il penche vraiment sur un côté, mais comme il n'a jamais pensé, donc on a un des flotteurs qui se lève en fait, et le vent qui s'engouffre du mauvais sens dans la voile et le bateau qui bascule, et là donc à l'intérieur tout qui tombe forcément, les enfants, tout, et puis les copains qui paniquent parce qu'ils n'étaient jamais rentrés sur un bateau non plus, et nous aussi on panique. Mon mari qui hurle en termes techniques marins, que moi ça j'ai toujours pas tout intégré, tu vois. De faire des trucs, enfin voilà, panique à bord. Et bon, finalement, ça s'est bien goupillé, mais après on n'arrivait plus vu qu'il y avait trop de vent, on n'arrivait plus à ranger la voile en fait. Donc là, on voyait mon mari se démener et à un moment donné, il s'est pris un coup avec la voile, il est tombé. Enfin bon, en fait tout s'est bien fini, mais on a vraiment flippé. On a vraiment flippé, ça nous apprendra et on fera moins les malins la prochaine fois. Donc ça, c'était un peu la grosse galère. Et le moment le plus heureux, je pense que c'est quand on est arrivé à la Barbade après la transatlantique. Donc on a décidé au dernier moment de s'arrêter à la Barbade. C'est l'île qui est la plus à l'est des Antilles. Parce que finalement, on était parti en avance sur notre planning puisqu'on était content qu'il n'y ait pas de vent. Donc du coup, on est parti en avance. Parce qu'après, il y avait du vent. Donc, voilà. Donc, on est parti en avance. On est arrivé, on avait de l'avance sur notre planning. Donc, on s'est dit, on a le temps, on s'arrête à la Barbade. Donc, c'est une île, j'ai un trou maintenant, mais, anglophone. Enfin, je pense qu'elle est indépendante. Tu le sais? Je sais plus. Oui, si, c'est anglophone. Voilà. C'est anglophone, indépendant. Je sais pas si ça va c'est indépendant, je pense, hein, quand même. C'est pas anglais? Enfin, c'est pas, peut-être anglais. Je sais pas. J'ai un trou, ça craint. Tu vois, je me rappelle, on fait tellement d'îles que je me rappelle plus tout de chacune. Mais en tout cas, on est arrivé là et dépaysement total. Et puis surtout un énorme banc de dauphins, mais des milliers de dauphins qui suivaient enfin des milliers. Non, j'exagère. Je sais pas, 30, quand même 30, tu vois. Ouais, quand même. Vraiment beaucoup quoi. 30 dauphins qui suivaient notre bateau comme pour nous dire, comme pour nous accueillir. Tu vois, à l'arrivée, on voyait la terre et ils nous ont suivis. Comme dans les hyper films. Longtemps, ouais, comme dans les films. C'était juste waouh. C'était, je pense que un des moments les plus dingues. Et puis juste après, l'eau turquoise de la Barbade, les plongées avec les tortues. C'était génial. Ouais. Est-ce que tu referais tout pareil si vous deviez repartir là? Alors maintenant, on a plus confiance. On est plus. En fait, on a fait beaucoup de temps. On a dû faire 3-4 mois avec des équipiers entre temps parce que, en fait, vu qu'on avait les enfants à gérer, plus la voile, plus les enfants grandissent l'air de rien. Donc là, ils sont de plus en plus. Il fallait que tout le monde s'adapte en fait au début du voyage. Donc on avait préféré assurer le coup en prenant du monde sur le bateau avec nous pour que tout le monde ait le temps de s'adapter. Tu vois, au début, les enfants ont été un peu malades, nous aussi. Bon, ça c'est vite rentré dans l'ordre, mais tu vois, on a préféré assurer le coup. Et donc, le fait d'avoir tout le temps du monde sur le bateau, c'est bien. Mais nous, ça nous a permis de nous adapter, ça a permis à tout le monde de s'adapter. Mais aujourd'hui, si je partais avec la confiance qu'on a aujourd'hui dans notre bateau et dans notre façon, tu vois, je ferais peut-être un peu moins de temps avec des équipiers. Voilà. Après, c'est toujours hyper enrichissant quand même parce que tu fais plein c'est des rencontres c'est des gens qui ont envie de voyager et puis les enfants, ça leur permet de faire des rencontres. Enfin, c'est quand même très riche. Les deux sont très riches, mais c'est juste que parfois on a eu des temps peut-être un petit peu trop longs. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Non, franchement, le bateau, on en est ravis. Ou est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un, des familles ou non d'ailleurs, mais qui serait super inspiré par ton histoire?
Comme je te disais tout à l'heure, c'est de prendre contact avec des familles qui ont eu un petit peu le même projet. Ouais. Tu les as trouvés où, sur Instagram ou... Ouais, Instagram, YouTube, et puis nous des blogs aussi. Donc on a eu envie de créer un blog. On a créé un blog où on a mis un petit peu tous nos cheminements à chaque fois, tu vois. Pourquoi on a mis tant de panneaux solaires, pourquoi on a mis... C'est des choses qu'on aurait nous aimé trouver sur le moment. Donc prendre contact avec des familles qui ont déjà fait ça pour gagner du temps et dire que c'est possible, quoi. Une dernière question que je voulais te poser. Tu disais que un des, je sais pas si c'est des freins, mais en tout cas, quand vous avez annoncé votre départ autour de vous, vous avez dit, mais alors, tes enfants, tu vas les désociabiliser, tu vas leur enlever cet aspect un peu de leur enfance. Ils rencontrent du monde, du coup, lors de vos escales. Enfin, comment est-ce que vous palliez à tout ça au quotidien? Bien sûr, vous compensez par plein d'autres choses, mais l'aspect social en particulier, comment ça se passe? Alors, d'abord, il y a la partie sociale entre enfants. Donc là, en fait, on est plein de familles à partir plein. On est quand même beaucoup de familles à faire ce type de voyage. Plus qu'on pense, ou je sais pas si c'est plus qu'on pense, ou après c'est un microcosme aussi. Finalement, dans l'absolu, si tu prends la population mondiale, non. Mais t'as pas besoin de faire des relations avec 30 milliards de personnes. Donc là, je sais pas, on est une dizaine de familles à se suivre et se retrouver plus ou moins à certaines escales. Donc tu vois, hier soir, il y avait soirée pyjama, j'en avais 2 dans notre bateau, dans mon bateau, donc j'avais 8 enfants à bord. Et puis c'est des enfants qu'on suit depuis le début du voyage, même on les avait rencontrés 1 an avant de partir quand on était dans les préparatifs, tu vois. Donc ça c'est cool. D'ailleurs c'est peut-être un conseil qui peut être intéressant aussi, c'est de trouver des familles qui vont partir en même temps que vous et qui ont à peu près le même programme pour pouvoir se suivre comme ça. Donc ils rencontrent plein d'enfants qui aux différentes escales, et puis nous on fait en sorte de se retrouver aussi de temps en temps. Ils rencontrent aussi des enfants d'autres langues, ça leur donne envie d'apprendre d'autres langues, et ça les empêche pas de jouer et de faire copains, même si ils parlent pas la même langue. Ça c'est fou. Et après il y a le côté social, quels que soient les âges. Ça je trouve ça assez dingue. C'est-à-dire que par exemple on a rencontré un couple de retraités autrichiens il y a pas longtemps. Et donc avec qui on est vraiment trop gentils, et avec qui on a fait 1 ou 2 sorties en journée, des balades quoi, et les enfants se sont super bien entendus, c'était un peu papi mamie machin, et puis un jour ma fille m'a dit je prends le paddle, je vais faire un tour. Enfin, elle est allée chez eux, elle a passé l'après-midi chez eux à parler tu vois, avec eux, et puis ils leur ont montré des jeux, enfin ils ont appris à compter en allemand du coup. Ils se sont appris, elle leur a appris en français, ils se sont appris en allemand, ils ont passé une après-midi comme ça, tu vois. Enfin, moi je sais qu'à 10 ans, ça me serait jamais passé par la tête d'aller passer une après-midi avec un couple d'étrangers que je ne connais pas, par une langue différente, quoi. J'aurais eu peur. Donc c'est des belles opportunités aussi de rencontres et d'ouverture, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il y a la socialisation des deux, et clairement ils ont pas peur du coup d'aller parler à des adultes, à des personnes âgées, à des bébés. Moi ma grande elle veut faire elle a déjà fait un babysitting avec une autre petite fille d'un bateau. Donc non, il y a vraiment pas, ils jouent tous ensemble, peu importe les âges. Donc pour ça voilà, la preuve en image que vraiment ça a pas posé de problème. Et génial. Bravo à toute la petite famille.